Alors aujourd'hui, on va plonger dans le parcours de fertilité d'un couple, une histoire à la fois touchante et pleine d'humour, tirée de la bande dessinée Ma vie avec un scientifique. C'est une exploration de l'amour, de la science et surtout de deux visions du monde qui n'arrêtent pas de se confronter. Ok, pour bien comprendre de quoi on parle, regardons ça. Dès le début, leur dynamique est parfaitement claire. Pour elle, il est son ancre. C'est une image de stabilité, très romantique. Pour lui, elle est une fractale, oui, un concept mathématique. D'un côté l'émotion, de l'autre la logique pure. C'est ce décalage qui va être le moteur de toute leur histoire. Première partie, le projet du couple. Tout commence par une envie commune, un projet à deux, celui de fonder une famille. Sauf que c'est justement là que leurs deux univers si différents vont commencer à entrer en collision de plein fouet. Un petit incident du quotidien, une histoire de ketchup, suffit à illustrer le gouffre qui les sépare. Elle imagine tout de suite une scène de crime, c'est dramatique, c'est visuel. Lui, il est dans le factuel le plus total. Non, j'étais juste un gars qui a renversé du ketchup. Voilà, c'est l'imagination débordante contre le pragmatisme absolu. Et bien sûr, cette dynamique s'applique directement à leur projet d'enfant. Quand elle lui partage un rêve, quelque chose de très doux, de très poétique, sa première réaction à lui, c'est quoi? Une analyse sur la génétique et les gènes dominants. Le romantisme qui se prend un mur de rationalité scientifique en pleine face. On passe à la deuxième partie, l'espoir contre le pragmatisme. Là, on entre dans les premières tentatives pour avoir un enfant. C'est un moment où l'espoir, la science et même un peu de superstition se mélangent et créent un cocktail, disons, assez déroutant. Le premier test de grossesse, c'est un moment clé. Elle est tout de suite dans l'espoir, elle veut y croire. Mais lui, il la ramène immédiatement aux faits, au protocole. Lit la notice correctement, le test n'est plus valable après 5 minutes. Son espoir se heurte à la rigueur de la procédure. Et le résultat tombe, brutal. Une seule ligne, négatif. C'est la première grosse déception. Un mot, froid, clinique, qui marque le début d'un chemin qui va s'avérer long et difficile. Du coup, la question se pose. Quelle est la meilleure façon de faire? Et c'est là que les choses se compliquent encore. Parce que soudain, tout le monde a son avis, tout le monde a un conseil à donner, et bien souvent, ces conseils sont totalement contradictoires. Ils se retrouvent coincés dans une situation impossible. D'un côté, on leur dit de lâcher prise, de ne pas y penser. De l'autre, on leur conseille de visualiser le succès, d'y penser très fort. C'est l'injonction paradoxale parfaite. Comment on fait les deux en même temps? Résultat, quoi qu'ils fassent, ils ont l'impression de mal faire. Et c'est là, paradoxalement, que son pragmatisme à lui devient une source de réconfort. Il arrive et il balaye tous ces conseils qui les font culpabiliser avec une vérité toute simple. Ça n'a rien à voir avec la pensée, c'est juste de la biologie. Et pendant un instant, ça la libère d'un poids énorme. Troisième partie, le labyrinthe médical. Face à ces échecs, le couple décide de chercher de l'aide professionnelle. C'est leur rentrée dans le monde très complexe et souvent un peu effrayant des traitements pour la fertilité. Le jargon médical, ça peut vite être impressionnant. Mais au final, le médecin leur présente 3 chemins possibles. D'abord, l'insémination avec des médicaments par voie orale. Ensuite, si ça ne marche pas, l'insémination avec des injections. Et enfin, en dernier recours, la fécondation in vitro. D'un coup, le parcours paraît un peu plus clair. Au milieu de toutes ces explications très techniques, elle pose une question qui la ramène à la vraie vie, à ses projets. C'est un moment à la fois drôle et touchant qui montre bien qu'elle essaie de s'accrocher à une forme de normalité, de se projeter dans un futur heureux. Quatrième partie, les montagnes russes émotionnelles. Là, on entre vraiment dans le cœur des traitements, et avec eux, un cycle qui va devenir infernal. Un cycle d'espoir intense, suivi d'une déception tout aussi forte, qui commence à peser très très lourd sur le couple. Cette chronologie, elle est redoutable. Mois après mois, le même mot qui revient. Négatif. Décembre, négatif. Janvier, négatif. Février, négatif. Ce visuel, il transmet l'épuisement, le chagrin qui se répète bien mieux que des mots ne pourraient le faire. C'est l'usure de l'attente. Et à un moment donné, forcément, ça explose. Sa frustration déborde face au déséquilibre qu'elle ressent. Elle s'inflige des traitements hyper lourds, et lui, le scientifique, il doute encore de la validité d'une simple étude sur les tomates. C'est un cri du cœur face à ce qu'elle perçoit comme une injustice. Cinquième partie, perdue et retrouvée. Le poids de ce parcours s'alourdit de plus en plus. Le couple se sent isolé du monde extérieur, et par soi-même l'un de l'autre. C'est l'histoire de comment ils vont essayer de se reconnecter. Au milieu de tout ce tumulte, il y a un moment de lucidité, une prise de conscience partagée. Ce projet a pris tellement de place qu'ils se sont un peu perdus de vue. Le processus est devenu plus important que leur relation.
Alors arrive le point de bascule, sa confession à elle. Elle exprime une vulnérabilité immense. Ce parcours a attaqué son identité profonde, la façon dont elle se perçoit en tant que femme. Et la réponse de son conjoint est tout aussi puissante, parce qu'il avoue ressentir exactement la même chose. Ce miroir de leur douleur est en tournant. En partageant enfin cette insécurité, ils se retrouvent, ils comprennent qu'ils vivent la même épreuve, ensemble. Et on arrive à la dernière section, le parcours et la clé. Dans cette dernière partie, on va assister à un vrai changement de perspective. Le couple commence à réimaginer son avenir en se détachant de l'obsession du résultat final. Ils se mettent à explorer d'autres possibilités, à imaginer une vie qui pourrait être tout aussi heureuse, même sans enfants. Voyager, se cultiver, s'engager pour les autres. Ce qui est fascinant, c'est que ce n'est plus un plan B, un lot de consolation. C'est une vraie réappropriation de leur vie. Et pourtant, même après avoir envisagé cet autre futur, l'honnêteté la plus brute refait surface. Elle se rappelle de sa préoccupation du début sur le signe astrologique du bébé, et maintenant elle s'en moque complètement. Ça montre à quel point son désir au fond est devenu absolu, inconditionnel. C'est un moment de vérité vraiment poignant. On termine sur cette question. Pour ce couple et pour tant d'autres qui traversent des épreuves similaires, le succès, ce n'est peut-être pas d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé. C'est peut-être la résilience, c'est l'amour qui survit, c'est la capacité à réinventer son bonheur ensemble, peu importe ce que la vie nous réserve. Finalement, qu'est-ce que réussir, vraiment ?